Chers compatriotes congolais et tous les amis du Congo qui avaient pris l'habitude de nous suivre dans ce programme qui est juste une collaboration entre la EDTV, une chaîne de télévision du moment, et nous autres, moi, votre serviteur Babi Balukuna, que vous avez pris l'habitude de retrouver dans ce programme en qualité d'analyste politique. Voilà, merci pour tous ceux qui avaient suivi l'émission de la fois passée. Vous avez témoigné par vos témoignages, par vos commentaires dans les différents sites et dans les différents réseaux sur lesquels vous avez suivi ce programme de EDTV. Vous avez témoigné votre soutien à ce programme. Vous avez notamment critiqué et vos suggestions sont les bienvenues auprès de nous. Et maintenant, nous allons nous battre pour essayer de répondre à vos préoccupations concernant l'actualité de cette dernière semaine ou de ces 10 derniers jours. Ici au programme, je vois EDTV me présente la situation du MLC et surtout le message du sénateur Jean-Pierre Bemba depuis sa cellule à La Haye, à la prison de La Haye. Merci EDTV pour cette question sur la réaction récente du sénateur Jean-Pierre Bemba. C'est vrai que Jean-Pierre Bemba sort de son silence, il choisit ce moment-ci, je ne sais pourquoi, mais il serait quand même mieux de rappeler à l'opinion que Jean-Pierre Bemba a joui d'un soutien indéfectible du peuple congolais pendant cette période de déboire pour lui. Depuis que Jean-Pierre Bemba se retrouve à La Haye, les Congolais, au-delà de la famille politique MLC, tous les Congolais sont restés fidèles à la libération de Jean-Pierre Bemba. Nous réclamions tous, jusqu'à présent, nous réclamons tous la libération de Jean-Pierre Bemba. Et d'ailleurs, dernièrement, je me suis retrouvé à La Haye et j'avais même aperçu EDTV en Hollande pour pouvoir soutenir la libération inconditionnelle de Jean-Pierre Bemba. Parce que nous sous-entendons que c'est une arrestation purement politique. Mais quand le peuple congolais, parce que la politique, quelque part, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Quand le peuple témoigne à Jean-Pierre Bemba son soutien pendant 5 ans d'emprisonnement, et qu'à des rendez-vous historiques, la population ne ressent pas le retour venant de Jean-Pierre Bemba, vous croyez que la population ne peut-elle pas parler en ce moment d'une trahison? Aux élections, j'étais à Kinshasa. Nous attendions tous que Jean-Pierre Bemba, comme président du premier parti de l'opposition au Parlement, puisse quand même donner un ton fort, parce que le nombre de députés qu'il avait, c'était un nombre financièrement qui pouvait permettre à ces gens de l'opposition de faire une campagne comme il se doit. Sur le plan de l'aura, on pense que s'il avait 60 et quelques députés élus au Parlement, c'était des hommes qui pouvaient rentrer auprès de leur base et pouvoir aider l'opposition. Jean-Pierre Bemba n'a pas donné le mot d'ordre qu'il fallait. Il a demandé aux gens de voter pour 3 personnes. Ça veut dire Vital Kamerhe, Kengo Adondo et Etienne Tshisekedi. Je me suis dit là, en tant que leader, Jean-Pierre Bemba avait quand même démissionné de son rôle de leader. Parce qu'un leader, c'est celui qui assume le risque. Ça ne coûtait rien à Jean-Pierre Bemba, pardon, de pouvoir dire aux gens, voilà, vous votez pour une personne, et que cette personne réussisse ou échoue, je vais assumer que ce soit la victoire ou l'échec. Mais malheureusement, Jean-Pierre Bemba n'a pas choisi un camp. Il a préféré rester dans
dans le vide, quoi. Moi, personnellement, j'étais à Kinshasa. Nous avions marché chaque jeudi devant la CENI pour réclamer le contrôle, le scrutage du serveur de la CENI, ce qui pouvait nous éviter en quelque sorte la fraude dans les résultats finaux. Je n'avais jamais vu les militants du MLC, ni encore leurs cadres. Je n'avais pas vu, pendant que nous marchons pendant près de 2 mois chaque jeudi à Kinshasa, je n'avais pas vu les militants, encore moins les cadres de l'UNC. Mais aujourd'hui, dans le petit jeu qui est en train de se jouer, pour essayer de renforcer Joseph Kabila, l'homme qu'on veut toujours renforcer chaque fois parce qu'il est tellement faible qu'il faut toujours les renforcer, je ne sais pas si ça doit être extériorisé comme une haine, mais c'est quand même décevant d'avoir un président à la tête d'un pays qui, chaque fois, pour qu'il soit fort, il faut toujours le renforcer. Quand il n'est pas le fils de tel, il faut lui donner un papa. Quand il n'a pas étudié, il faut lui chercher tous les professeurs du Congo, lui coller derrière, dans le dos, pour qu'il devienne fort. Il faut prendre tous les aînés du Congo, notamment Gizenga, pour le renforcer, qu'il devienne fort. Tous les hommes forts du Congo, il fallait prendre Jean-Pierre Bemba et ses armes pour renforcer toujours Joseph Kabila. La finalité des choses en 2006, celui qui reste, les autres qui l'ont aidé à se renforcer, sont écartés. En 2011, on tente encore avec le leader Maximo de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, pour renforcer Kabila. Merci et heureusement que celui-ci reste fidèle à ses idéaux et que Kabila est toujours là à la recherche de sa légitimité. Mais aujourd'hui, dans l'adresse de Jean-Pierre Bemba, nous ressentons que Bemba est peut-être en train de vouloir donner des garanties à ceux-là qui l'ont puni en le mettant en prison. Quelles sont ces garanties qu'il veut donner? C'est-à-dire qu'il demande au gouvernement en place, que nous déjà nous ne reconnaissons pas, lui il leur reconnaît la légitimité. Il demande aux autorités du pays de pouvoir être responsables en allant négocier avec ceux qui sont à la rébellion. Aujourd'hui, le M23. Ça me déçoit de Jean-Pierre Bemba, mais ça ne me surprend pas, parce que c'est un rebelle qui est arrivé aussi aux affaires par la voie des armes. Alors, il raisonne un peu comme tous ces autres-là qui pensent qu'il faut prendre le pouvoir au Congo par les armes. Ils savent qu'en faisant parler les armes, la finalité c'est quoi? Table ronde. Table ronde, répartition des postes, plouf, chacun commence à circuler dans des jeeps, dans des cortèges avec sirènes et tout ça, et c'est toujours la population qui va continuer à souffrir, et ça nous disons non. Le MLC a assez joué ces jeux de l'imposteur Joseph Kabila depuis 2003. Nous sommes en 2012, près de 9 ans. On commence à se poser la question, qui pose problème entre le leader, Jean-Pierre Bemba, et son parti, le MLC? Est-ce le leader qui est mal barré, ou c'est le parti en manque de leadership qui est en train de s'embrouiller? C'est Thomas Louaka qui lit l'adresse de Jean-Pierre Bemba à Kinshasa. Il y a quelque temps, Thomas Louaka, on apprenait qu'il était à Matadi et qu'il avait été reçu par Joseph Kabila. Toujours en projetant soit un gouvernement d'union nationale ou en projetant de mettre quelqu'un du MLC comme porte-parole de l'opposition. Mais finalement, le pouvoir politique au Congo, ça devient quoi? Donc, je demande à Jean-Pierre Bemba de faire un effort, de rejoindre le camp de la patrie. Parce que la patrie a assez été derrière lui et à côté de lui pendant des moments difficiles. Si lui, pendant les moments difficiles de la population et de la patrie, il ne sait pas se ranger derrière la patrie, c'est une haute trahison. L'unité nationale, la réconciliation, entre qui et qui? Et pourquoi? Est-ce qu'il faut que tous les Congolais aujourd'hui se réconcilient avec le même Joseph Kabila qui les a mis dans cette difficulté? Qui a fait tuer des gens? Qui a fait violer les femmes à l'Est? En Afrique, comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. Je poserai la question à M. Bemba.
ici dans cette interview, que représente pour lui la justice? Que représente pour lui la paix? Est-ce qu'on doit chaque fois, au nom de la réconciliation nationale, de l'unité, de la paix, se passer de la justice? Au nom de la réconciliation nationale, de l'unité, on doit chaque fois pardonner à des personnes qui ont fait tuer les Congolais, à des personnes qui ont pillé ce qui revient à nous tous, à des personnes qui ont déstabilisé les institutions du pays, à des personnes qui ont bloqué la bonne marche du pays, à des personnes qui ont volé la vérité des urnes. Aujourd'hui, Joseph Kabila et son régime au Congo ont fini par faire perdre aux élections son sens d'être, sa raison d'être. Aujourd'hui au Congo, on ne parle plus politique, me disait un ami, il n'y a pas très longtemps. On ne commence qu'à parler stratégie, magouille, comment faire pour maintenir tel à ce poste, comment faire pour aider tel à devenir plus fort parce qu'il est trop faible, là je parle de Joseph Kabila, mais finalement, on ne parle que des armes. Quand est-ce qu'on parlerait politique? Politique, ça veut dire les questions liées à la gestion de la société, à la gestion de la cité. Jean-Pierre Bemba, nous t'aimons tant. Il est temps que tu rejoignes le camp de la patrie. Est-ce qu'il faut qu'on se remette pour se réconcilier avec les mêmes personnes? Aujourd'hui, Vital Kamerhe voyage partout dans le monde à la recherche d'une légitimité du peuple congolais. Mais le peuple congolais, c'est que vous ne savez pas, ce que ce travail que nous sommes en train de faire a aidé le peuple congolais à avoir une maturité. Le blanc s'est dit, si Kabila n'est plus là, nous allons mettre Vital Kamerhe, mais à condition qu'il ramène la légitimité du peuple congolais. Mais le peuple congolais ne donne pas sa légitimité comme ça. Kamerhe voyage à Oslo, Kamerhe voyage au Canada, il voyage aux États-Unis, il est en France à Toulouse. Tout ça pour prouver à ses bourreaux, à ses patrons, qu'il est capable de ramener le peuple congolais derrière lui en perspective de 2016. C'est des faux rêves. C'est des faux rêves. Voilà. EDTV me pose aussi la question sur le budget Matata Ponyo 2013. Ouais. Un pays ne peut fonctionner que sur base d'un budget. C'est dans le budget qu'on fait des prévisions des dépenses de l'État de votre pays et peut-être de tous ceux qui nous suivent. Mais quand nous entrons dans les détails présentés par Matata Ponyo au Parlement de Kinshasa, au triste Parlement de Kinshasa, le budget est en lui-même, les finances de l'État, les recettes de l'État sont inférieures aux dépenses prévues par l'État. Ça veut dire que les dépenses vont au-delà de 7 milliards de ce que Matata arrivera à avoir des fenêtres d'entrée d'argent au Congo. Les différentes entreprises publiques qui aident l'État à générer des recettes. Mais dans tout ça, les officiels coûtent très cher au budget. Les émoluments des députés, la solde du chef de l'État, des militaires, pardon. Et le salaire en lui-même, celui du président de la République qui n'est jamais connu. Parce que cet homme-là, c'est l'homme qui fait des dons qui dépassent même le budget de l'État. Le chef de l'État fait des dons partout, il enterre les gens, il fait naître les gens, il donne des véhicules, des maisons comme il veut
parce que lui, il est plus riche que l'État congolais. Mais le budget, voilà ce qu'il représente. Mais Matata, dans ce budget, nous dit qu'il va garantir la gratuité de l'enseignement de base. C'est que la Constitution reconnaît depuis très longtemps que l'enseignement doit être gratuit. Mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Ce sont les parents qui prennent en charge les enseignants. Monsieur Matata Ponyo, maintenant, en nous disant qu'il va se battre pour la gratuité de l'enseignement. C'est de la même manière que dans les gouvernements précédents où cette phrase est utilisée comme un slogan, quoi. Alors, il doit nous assurer de quelle manière lui va faire pour que les parents poussent un ouf de soulagement et se disent, voilà, au moins pour une fois, on a un gouvernement responsable qui peut s'occuper des enseignants et qui peut assurer et garantir aux enfants une effective gratuité des frais scolaires. Voilà ce que je peux dire de ces budgets. Mais sinon dans ces budgets, on n'a même pas retrouvé une marge réservée spécialement aux élections à venir. Parce que l'État lui-même et le gouvernement et les organisateurs d'élections ont la dette du peuple depuis 2006, où ils avaient promis les élections communales et municipales qui n'ont jamais été réalisées. Kabila avait nommé les maires et les chefs de territoire à sa manière. Ils sont illégitimes. Ce sont eux qui l'ont aidé, comme lui les a légitimés, ils l'ont aidé à faire sa campagne sur le terrain pour le légitimer, le remercier en retour. Aujourd'hui, en 2011, nous nous retrouvons encore avec, au lieu que ce ne soit seulement l'affaire des élections des bourgmestres et des administrateurs de territoire, nous nous retrouvons encore avec des députés provinciaux dont les mandats sont prolongés par la volonté de qui on ne sait pas. Et dans ce budget de Matata, on ne retrouve pas de l'argent prévu pour l'organisation des élections, pour le remaniement, le renouvellement, le changement des députés provinciaux. Et j'insiste, les députés provinciaux sans lesquels on n'aurait pas de gouverneurs crédibles, sans lesquels on n'aurait pas un Sénat crédible, et sans lesquels l'Assemblée nationale ne serait pas au grand complet, parce que l'Assemblée nationale que nous avons pour le moment, chers amis, c'est ce qui ne s'est fait jamais dans le monde. Vous avez de nouveaux députés nationaux élus ou nommés, avec des anciens sénateurs, et les deux forment une chambre bicamérale, l'Assemblée nationale. Les anciens et les nouveaux qui siègent pour des matières nouvelles. Soyons sérieux, ça ne s'est fait qu'au Congo, où nous avions eu le président le plus jeune, le premier ministre le plus vieux, et le cercle présidentiel le plus costaud du monde, un président avec 4 vice-présidents. Voilà, ça c'est seulement au Congo qu'on peut retrouver ça. Voilà ce que je peux dire ou émettre comme avis concernant le budget Matata Ponyo 2013. Envie de rester connecté? Cliquez sur edtvrdc.com. Voilà, un autre sujet d'actualité, c'est donc, comme EDTV me le présente ici, la suspension de l'aide militaire de la Belgique au Rwanda. La Belgique vient de suspendre son aide au pays agresseur de la RDC. En tant que Congolais, je ne peux que saluer cela. Si seulement ce n'est pas un effet d'annonce. Parce que, en suivant les déclarations premières du ministre des Affaires étrangères belge actuel, ça présageait quand même qu'ils ont intérêt, eux les Belges, d'avoir en même temps les Congolais et les Rwandais entre leurs mains, pour bien manger, quoi. Mais finalement, j'ai l'impression qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont obligés de sacrifier une source de revenus pour
se penchait derrière une autre. Apparemment, ils ont choisi le Congo. Parce qu'en réalité, tout ce dont la Belgique bénéficiait du Rwanda provenait du Congo. Maintenant, il faut chercher à savoir les accords que les Belges ont maintenant mûris avec les autorités congolaises pour pouvoir accepter de sacrifier l'autre allié de taille qui est le Rwanda. Alors ça sent des grosses sommes, ça sent des big deals comme on dit. Qu'est-ce qui a été conclu entre Matata Ponyo récemment en Belgique et le Premier ministre belge? Qu'est-ce qui a été conclu entre Kabila, snobé par les Français, et les Belges? Parce qu'il me semble que son tout dernier soutien ne peut provenir que des Belges, pour que les Belges fassent pour lui ce travail de lobbying au niveau international. Pour que les Belges, via André Flao, via Elio Di Rupo, via Herman Van Rompuy, via le ministre des Affaires étrangères, Karel de Gucht, Didier Reynders. Excusez-moi si c'était Karel de Gucht, c'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué. Donc les Belges, Kabila a besoin que ces gens-là se battent pour lui ramener cette légitimité qu'il n'aura jamais jusqu'à sa mort, parce que c'est un homme qui est arrivé au Congo grâce à un coup d'État. Et tout ce qu'il est en train de fabriquer comme élection au Congo pour se légitimer, attention, cher Kabila, tu ne feras jamais 32 ans au Congo au pouvoir. Donc, concrètement, c'est bien que la Belgique suspende l'aide militaire envers le Rwanda, mais quelle garantie les Belges ont pu avoir des Congolais pour préférer rester avec les Congolais et mettre une croix sur leur amitié avec les Rwandais. Les Congolais ne sont pas dupes, chers amis. Nous sommes très attentifs sur tout ce qui se passe comme manipulation pour pouvoir amadouer le peuple congolais et s'enrichir sur son dos. Nous n'avons pas oublié que c'est M. Flao André, à l'époque, ministre de la Défense de la Belgique, qui avait mis au point cette aide militaire de la Belgique au Rwanda. Mais c'est le même Flao qui va d'abord en voyage au Congo, qui s'exprime banalement au Parlement congolais, qui dit des choses qui contredisent l'équité, le droit, mais dès qu'il rentre en Belgique, c'est le ministre des Affaires étrangères qui est son ami de stratégie, qui est son ami de politique, qui se met au devant tout le monde pour annoncer l'annulation par leur gouvernement de l'aide de la Belgique au Rwanda. C'est beau à voir, c'est beau à entendre, mais ça nous pousse quand même en tant qu'observateurs et analystes à nous poser des questions. D'ailleurs, la situation du Congo, rassurez-vous, ça sent toujours des surprises pour le moment. De part et d'autre, ça sent des surprises. La position de Bemba, les voyages de Kaméré, Kabila qui disparaît, un gouvernement d'union nationale, une réconciliation nationale réclamée par les uns, les Rwandais qui sont abandonnés par les Belges, et les Belges qui soutiennent Kabila qui a perdu aux élections. Ça sent mauvais, chers amis. Ça sent très mauvais. En Europe comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. Voilà, EDTV, vous me posez encore la question relative à la réunion des combattants, la réunion générale des combattants qui s'est tenue ce samedi dernier, donc le 10 du mois de novembre à Paris. C'est une question qui tombe à pic, elle tombe bien. Pourquoi? Parce que de tout ce que je viens de faire comme analyse sur le fonctionnement du Congo et les projections, vous sentez qu'il n'y a rien à attendre de ce gouvernement kabiliste qui a perdu aux élections à plusieurs reprises. Il n'y a rien à attendre de tous ces acteurs politiques qui tournoient autour des légitimateurs, si tu veux, des gens au Congo, des pouvoirs au Congo. Ça ne sert à rien d'attendre
de cette classe politique qui commence à beaucoup prouver sa légitimité. Vous savez une chose, les vrais opposants de ce régime, ceux qui résistent à ce régime kabiliste de manière sérieuse, en mettant de côté le président Tshisekedi qui se trouve en résidence surveillée, tout justement parce qu'il a aussi résisté. En ayant gagné aux élections, on a tenté de le corrompre, de le faire accepter des postes qui ne valent pas son rang, au profit de l'imposteur, il a résisté. Mais les vrais opposants de ce régime mort, comme j'ai dit, qui n'attend que la mise sous une tombe, sa mise sous une tombe, ce sont ces Congolais de la diaspora, ceux qu'on appelle communément combattants. La réunion qui s'est tenue le 10, c'était une réussite sur le plan organisationnel, beaucoup plus sur le plan de la sensibilisation. Les gens sont venus en grand nombre. Ça a permis à tout le monde de se défouler, de tout le monde, sans distinction des rangs, de pouvoir dire ce qu'ils pensent du combat. Mais le travail ne s'arrête pas là. Le travail maintenant qui reste à être fait, c'est le travail des cerveaux penseurs. Le travail de ceux-là même qu'on peut appeler les leaders, les meneurs d'hommes. Les meneurs d'hommes sont ceux qui proposent la ligne à suivre. Parce qu'en réalité, nous ne pouvons pas nous battre pour faire partir le pouvoir de Kinshasa parce qu'il a à sa tête un homme qu'il ne faut pas, un incompétent, mais que nous-mêmes nous puissions nous battre aussi en venant avec des incompétences qui s'accusent tout nus, en venant avec des incompétents. Ce n'est pas parce que nous avons un ennemi commun que nous allons maintenant nous mettre dans un désordre pour nous battre en désordre parce que nous avons un ennemi commun, le fameux Kabila dégage. Ce n'est pas parce que nous avons un mot d'ordre commun, le Kabila dégage et le Ingeta, que nous allons nous battre en désordre. Nous sommes obligés maintenant, j'ai aimé ce jour-là, à la conférence du 10, j'ai vraiment aimé de voir que les gens ont compris que ceux-mêmes qui hier disaient que les combattants ne sont pas des politiciens, les combattants ne sont pas politiques, ils commencent à converger sur l'idée que moi je m'étais déjà faite depuis mon entrée en politique, il y a plus de 5 ans. Je m'étais mis cette idée de comprendre que le problème du Congo ne trouvera de solution qu'en politique. Parce que ce sont des problèmes politiques qui sont gérés et traités par des politiques. Mais tant que nous allons continuer à fonctionner en association, oui, les associations, ça doit être là parce que les associations doivent continuer à soutenir les actions politiques. Mais tant que nous n'allons pas nous dire politique, nous combattants, je veux dire, nous ne serons jamais à la table des discussions. Parce qu'il faut toute une organisation pour être à la table des discussions. Il faut tout un bureau politique pour pouvoir débattre des questions purement politiques et avoir des propositions politiques à amener autour de la table. Cela ne veut pas dire que les activistes vont cesser d'exister. Non. Là, c'est en politique que je vous parle. Donc, j'avais aimé à la réunion du 10 que les plus jeunes même d'ailleurs, ce sont eux qui ont dit « Nous avons longtemps été derrière vous les aînés qui dirigeaient le combat. Mais maintenant, qu'est-ce que vous proposez? Tokomi wapi, tozako kende wapi ?» C'est ça la question fondamentale. Nous en sommes où avec le combat et nous voulons aller où? C'est là que je me suis senti responsabilisé. Dans ma fonction de politique, je me suis senti interpellé par cette jeunesse dont je fais partie. Cette jeunesse qui veut savoir ce qu'on va faire par après tout ce qu'on a déjà fait, parce qu'il se trouve que nous sommes une vraie opposition. Il se trouve que nous sommes une vraie résistance à l'imposture. C'est pourquoi nous sommes en train de nous préparer, après cette rencontre du 10, nous projetons maintenant ici à Bruxelles les états généraux du combat. C'est au sein de ces états généraux du combat que nous allons créer des travaux en atelier qui vont permettre
à chacun qui se dit combattant, qui se dit résistant, qui, comme nous, a aussi le même dénominateur commun que nous, celui de faire partie des hommes qu'il ne faut pas, à la place qu'il faut, que nous puissions mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà, ces gens viendront au sein de ces ateliers. Où que vous soyez, la meilleure actualité congolaise est sur EDTV. Nous avons créé par exemple l'atelier sécuritaire et militaire. Yomi Lobi, Webi Makamwa Minduki. Parce que nous n'allons plus négliger. Il faut affronter ce pouvoir sur tous les fronts. Nous n'allons négliger rien. Les élections, nous avons tenté 2 fois. Ça crée des désordres et ça ne marche pas. D'ailleurs, ça nous divise. Si nous allons continuer sur cette voie, il faut y réfléchir. Si nous allons acter la voie militaire, il faut aussi y réfléchir. Voilà pourquoi nous avons l'atelier sécuritaire et militaire. Inscrivez-vous. Nous allons vous dire dans la semaine qui suit auprès de qui vous pouvez vous inscrire pour participer à ces ateliers. Aux A général, aux A colonel, capitaine, ancien, aux A aspirés à tout ce qui est militaire. Inscris-toi, va discuter avec les gens qui peuvent parler avec toi. Parce que déjà à la réunion du 10, on a parlé de tout. Mais bon, celui qui n'est pas militaire se retrouve en face des questions militaires. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Il est perdu. Un juriste se retrouve dans des discussions où on parle d'idéologie politique. Peut-être que ce n'est pas sa vocation. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, nous allons avoir une autre rubrique qui est l'atelier diplomatique médias et communication. Ici, tous ceux qui sont journalistes au sein du combat, tous ceux qui sont communicologues, tous ceux qui sont porte-parole vont se retrouver dans ce genre d'ateliers pour discuter, proposer des pistes de solutions. Ça ne sera pas des ateliers pour venir dire Kabila dégage, ça on sait. Le souhait même d'un bébé qui naît aujourd'hui au Congo, c'est de voir Kabila partir de la tête de ce pays. Ça ne sera plus l'endroit où on viendra dire Ingeta, ça on sait déjà que nous sommes tous sous le Ingeta. Amen. Ainsi soit-il. Nous n'allons plus venir là-bas pour dire Bandeko, Tolingana. Non, on sait que ce qui nous manque pour le moment, c'est l'amour. On l'a déjà tant décrié. Il y aura alors un atelier idéologique et politique. Tous ceux qui pensent qu'ils sont des politiques affirmés ici au sein de la diaspora, parce que je vois aussi des grands politiciens qui sont combattants et qui se disent je ne sais pas venir à la marche parce qu'on se confond quand même. Voilà, quand vous allez venir à ce genre d'atelier, vous pouvez aller dans ce genre des états généraux, vous pouvez vous canaliser directement dans l'atelier idéologique et politique où vous allez nous aider à avoir une politique, une façon politique de marcher au sein du combat. Il y a aussi l'atelier juridique et administratif. Voilà. Des combattants se font arrêter dans des marches. Des combattants ont des problèmes. Les gouvernements de tous ces pays dans lesquels nous nous retrouvons en train de combattre nous combattent aussi. Quelle est la manière juridique par laquelle nous pouvons nous sécuriser? Par quel métabolisme nous pouvons sécuriser nos actions? Les juristes vont se retrouver dans cet atelier et le dernier atelier, c'est l'atelier économico-financier. Dans cet atelier, je l'ai assez dit que si le combat est bloqué, c'est parce que nous manquons l'argent. Vous criez partout, oui, les armes, il faut que Kabila parle. Mais ceux qui vendent les armes, vous croyez qu'ils parlent avec les gens qui n'ont pas d'argent? Les armes, vous ne pouvez pas les acheter à crédit, c'est impossible. Ici, je ne viens pas dire que nous sommes à la recherche des armes, mais j'entends toujours les gens le dire. Hein. Donc, parce que les gens le disent, il faut quand même penser que si vous voulez les armes, vous devez les acheter. Donc, nous allons avoir ce genre d'atelier où nous allons parler de tout ce qui est argent. Pour les marches, il faut l'argent. Pour les t-shirts, il faut l'argent. Les calicots, il faut l'argent. Les combattants qu'on arrête, il faut l'argent. Et nous allons faire un effort pour fonctionner désormais en mutuelle, en mutualité.
Et la finalité, vous allez comprendre. Il y a des gens qui s'excitent au sein du combat. Certains, parce que Kabila est devenu président pendant qu'il ne le mérite pas, certains pensent qu'on devient président n'importe comment et n'importe quand. C'est cette touche et cette marque que nous devons changer. Nous voulons laver l'image de notre pays. Nous ne pouvons pas laver l'image de notre pays en le faisant recouvrir de la marque de la bête. Non. Nous devons faire un effort pour offrir le Congo les meilleurs des fils congolais qui peuvent aller servir. Même moi, Babi, qui vous parle, avec ma politique, oui, la finalité c'est la prise du pouvoir, mais je ne vais quand même pas prendre tous les pouvoirs du Congo. Je ne serai jamais ministre en même temps que président, député, sénateur, général et tout ça, non. Donc, on a toujours besoin de tout le monde, mais que chacun soit conscient de ses compétences, de ses aptitudes et du projet qu'il peut apporter pour le combat. Autant qu'on demande aux hommes politiques qui veulent devenir président de présenter un projet de société. Tu veux être le commandant ou le dirigeant des combattants? Oui, mais propose maintenant des idées. Sinon, Kabila est très musclé. Tout le temps, il passe son temps dans les haltérophilie pour devenir musclé. Mais tant qu'il n'a pas les muscles de la tête, on dit de lui quoi? Que c'est un président qui n'en vaut pas la peine. Chers amis, vous avez le temps aussi de vous former. Nous pouvons nous former pour être ce qu'on veut être. Merci, c'était ça mon mot de la fin ou mon analyse politique de ce jour. Sinon, nous nous retrouvons sur la même chaîne avec les mêmes moyens techniques et le même personnel technique pour arriver à réaliser cette émission, la tribune d'expression citoyenne. Une tribune qui doit nous faire comprendre que l'expression, celle qu'on aimait par les urnes, l'expression, celle qu'on aimait en parlant comme on parle, c'est un droit. Le Congolais a besoin de s'exprimer. Mais pour s'exprimer, n'exprimons pas n'importe quoi et n'importe comment. Merci EDTV, à la prochaine. Thank you.